Peut-être que je me rachète un retour d'écran parce que c'est très bizarre de pas vous voir et d'avoir que l'œil de la caméra. C'est un peu. Je dirais pas stressant parce qu'on n'est pas des poussis ici, mais c'est un peu bizarre. Première info, le chômage est levé. Sur la chaîne YouTube, il y aura 4 concepts phares qui sortiront normalement de manière. Je vais pas m'avancer encore une fois parce que je suis un putain de branleur, mais le mieux ce serait une vidéo par semaine et une de chaque concept. Donc ce serait LEV Talk Show, donc les story time, V l'horreur, cette vidéo que je tourne actuellement, la table ronde. La table ronde sera une émission, ce sera soit sur Twitch, soit directement sur YouTube, avec une rediff. Une émission débat sur l'actualité, sur la politique, parce que c'est un truc qui me passionne, qui vous passionne aussi. J'essaierai un maximum de faire venir des gens qui n'ont pas du tout le même avis que moi, pour qu'on ait un échange construit et sensé. Je ferai un sondage sur Insta comme d'hab, pour savoir qui serait chaud de venir. Et les 3 thèmes phares de LEV, ce sera LEV Talk Show, V l'horreur, la table ronde. J'espère que ça vous plaira. Donc, on se retrouve pour le premier thread horreur de la chaîne. Mais avant ça... j'ai hâte de le dire. Mais avant ça... générique. Alors on commence en douceur par l'histoire de... c'est quoi son pseudo déjà? Putain, on va l'appeler Ryan. Ça lui fera les pieds. L'histoire de Ryan se passe en Oklahoma aux États-Unis. Il nous explique que c'est son premier travail. Et quel travail, vous verrez pourquoi. Ryan nous explique qu'il travaillait dans une petite supérette, style Walmart, mais vraiment plus petit, de niche de son petit village. C'est son premier travail, il a 20 ans, il est à la caisse, tout se passe à peu près bien. Un vendredi aux alentours de 9h, Ryan finit les rayons, il part en caisse, il passe les clients, jusqu'à arriver à un vieux monsieur. Jusque là, rien de normal, le monsieur est tout à fait correct. Par contre, la personne derrière lui, c'est pas la même histoire. Pendant que Ryan scanne les articles du vieux monsieur, derrière lui, il y a un SDF. Il tend de l'argent à Ryan, mais de telle sorte à ce que son bras gêne directement la transaction entre le vieux monsieur et Ryan. Donc Ryan lui réplique tout à fait normalement qu'il s'occupera de lui après il s'être occupé du client qui le précède, donc le vieux monsieur, et qui lui demande de patienter tout simplement. Pendant qu'il parle au SDF, il baisse les yeux, et il remarque que le seul article du SDF, c'est une bouteille d'alcool premier prix. Vu l'état dans lequel il est là tout de suite, c'est pas sa première bouteille. Et pour ceux qui travaillent pas et qui n'ont jamais travaillé dans des supermarchés, il faut savoir que on a interdiction de vendre des produits à une personne qui est sous l'emprise de l'alcool pour des raisons juridiques, etc. Et aussi pour tout simplement pour la sûreté de tout le monde en fait. Donc Ryan est un peu embêté parce qu'il sait très bien que il y aura une petite rixe entre lui et le SDF parce qu'il va lui refuser de lui vendre sa bouteille. Quand c'est au tour de ce fameux SDF, Ryan le fait attendre en caisse et il explore le magasin pour chercher une personne qui est un peu plus expérimentée que lui pour s'occuper de ce SDF. Mais en vain. Il regarde à gauche, à droite, personne, tout le monde est en pause. C'est entre lui et le SDF. Là, Ryan se dit qu'il faut quand même qu'il arrête sa paranoïa. C'est qu'un SDF, au pire il va lui crier dessus, peut-être lui cracher dessus, mais ça fait partie du job. Il se gonfle à bloc, il se dit ça y est, je vais y aller. Il n'a pas le temps de se retourner qu'il sent un objet extrêmement pointu qui lui titille le bas du dos et la laine fétide du SDF qui se coule derrière lui. Là, Ryan, il est tétanisé, psychologiquement, physiquement, il est sous pression, menacé. Il n'entend que la voix du SDF qui lui dit « Eh, tu vas me la vendre cette bouteille, hein? Hein, tu vas me la vendre ?» Malheureusement, Ryan ne se trouve aucune autre échappatoire que de vendre la bouteille justement au SDF pour qu'il ne lui arrive rien. Ryan met 2-3 explications et précisions. Il explique qu'il y a bien une caméra de surveillance dans le magasin, mais elle est dans un angle assez obtus, ce qui fait qu'on ne le voit pas, se faire agresser sur la caméra, donc il n'y a même pas de preuve. Une fois la bouteille encaissée, le SDF part comme si de rien n'était. Ryan, sous le choc, commence à partir en vrille, il pète un câble, et part voir directement du coup la manageuse. Heureusement, il la croise dans le couloir pendant qu'il court en furie, elle lui demande ce qui se passe, et là, il y a une conversation qui est... elle est lunaire. Ryan dit à sa manageuse, je me suis fait agresser, il y a un SDF qui m'a planté dans le dos, regarde, je saigne. Et la manageuse, no joke, la manageuse lui dit, oula, enlève pas ton t-shirt, il y a des gens, écoute, t'as vendu de l'alcool à une personne qui est alcoolisée, faut pas le faire. C'est pas grave,
T'as pas besoin d'inventer d'aussi grands mensonges. Allez, d'ailleurs, c'est 10h30, va en pause. Oui, oui. Ryan vient de se faire agresser, il saigne, il en a une preuve physique, mais tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles, personne n'y prête attention, jusqu'à un moment où c'est Ryan qui se demande si c'est pas lui qui, en fait, qui est fou et qui a pété un câble en fait. Mais non, non, pas du tout, il saigne bien, il va changer dans les vestiaires, il regarde son sac, regarde si ça vaut vraiment la peine de rester vu le peu d'importance qu'on porte à sa sécurité, et il part sans dire un mot. Une fois rentré chez lui, Ryan explique tout à sa mère, il s'effondre, sa mère s'effondre aussi avec lui. Après une vingtaine de minutes, sa mère se reprend et elle appelle le magasin pour dire que Ryan ne mettra plus jamais les pieds dans l'enceinte du bâtiment et que même si elle ne peut pas porter plainte parce qu'elle n'a pas de preuves vidéo, elle se fera un plaisir de déconseiller le magasin à toute personne qui lui demande. Voilà l'histoire de Ryan, je l'ai trouvée courte mais intense, comme l'habitude de Teva. Et je vous propose tout de suite d'enchaîner pour la prochaine histoire. On enchaîne pour l'histoire de Nicolas. Nicolas est français, donc ça nous arrange. Et je trouve personnellement que c'est encore plus effroyable quand c'est son pays, parce que du coup, on connaît, on se dit putain, mais ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Nicolas nous explique que son histoire s'est passée quand il avait la vingtaine. Il venait se séparer de sa petite amie après 5 ans de relation. Comme beaucoup d'hommes, quand on se sépare d'une personne en ayant vécu chez elle, on a tendance à tout laisser là-bas et lui laisser la majorité des affaires. Donc c'est ce qu'il fait, il laisse toutes ses affaires là-bas, il repart de zéro, il change même de région puisqu'il monte à Paris, il devient serveur. Il y a la question du logement forcément. Tout le monde sait que les logements à Paris ne sont vraiment pas donnés, donc il ne peut malheureusement s'offrir qu'une chambre de bonne au 5e étage. Bon voilà, on lui fait une visite de l'appartement qui fait à peu près 9 mètres carrés. Il est tout sauf salubre, mais bon, il est dans l'urgence, il est pas très regardant, et il prend cet appart. Nicolas nous dit que les 2 premières semaines de son emménagement, tout se passe bien, il s'intègre bien dans son métier de serveur, il s'est fait 2-3 amis, tout roule. Mais rapidement, des choses plus que bizarres commencent à se produire. En fait, le soir, Nicolas entend les bruits d'une personne qui parle devant sa porte. En fait, certains soirs, Nicolas entend des bruits d'une personne qui... Oui, me revoilà. En fait, j'étais à court de stockage, du coup, ça n'a pas enregistré la fin de la vidéo. Est-ce que j'ai la haine? Un peu. Du coup, entre-temps, je suis allé voir Batman. Vraiment sympa. Mais revenons dans le cœur du sujet. Nicolas. Donc, comme je disais, les 2 premières semaines se passent assez bien, sans accroc. Jusqu'à un soir, un vendredi, où Nicolas nous explique que vers 1h du matin, une personne, sûrement un voisin, commençait à chuchoter à sa porte, à gratter, à toquer. Alors au début, comme tout le monde, il pense que c'est un mec bourré qui a juste oublié où est-ce qu'il habitait et qui essaie de rentrer chez lui. Bon, une fois, c'est marrant, mais pas tous les soirs pendant 2 semaines. En effet, Nicolas nous explique que tous les soirs, entre 1h et 4h du matin, ce voisin venait gratter, toquer à sa porte. Il ne comprenait pas exactement ce qu'il racontait parce que c'était plus des balbutiements que des vraies phrases, mais ça ressemblait à « Meurs, tu vas mourir, meurs. Meurs. Allez, s'il te plaît, meurs. Meurs. » De quoi glacer le sang de tout le monde. Alors évidemment, à un moment, Nicolas se lève et regarde à travers le judas pour savoir qui est-ce qui l'importune tous les soirs. Et il voit une personne blanche, pâle, très pâle, quasiment cadavérique, avec une posture qui est extrêmement innaturelle. Est-ce que ça se dit innaturelle? Avec une posture qui est extrêmement bizarre. Et cela effraie Nicolas. Alors évidemment, comme tout le monde, je me suis dit au début, t'ouvres la porte, tu lui demandes gentiment d'aller se faire foutre et il arrêtera normalement. Mais il nous explique que forcément on est au 4e étage, il est 1h du matin, le voisin a déjà l'air assez suspect comme ça l'étonnerait pas qu'il ait un couteau ou une toute autre arme et qu'il attende justement que Nicolas ouvre pour le planter ou faire on ne sait quoi. Nicolas se résout à subir ça pendant près de 2 semaines. Alors évidemment quand j'ai lu le thread pour la première fois, je me suis arrêté là, je me suis dit attends mais si c'est un voisin tu dois le croiser la journée quand même. Et effectivement, Nicolas l'a déjà croisé dans l'appartement en journée. Alors il est parti lui demander pourquoi est-ce qu'il venait gratter à sa porte, d'arrêter, sinon il appellerait la police. Mais le voisin n'avait pas l'air de s'en souvenir. Il agissait vraiment comme quelqu'un qui ne savait absolument pas de quoi il parlait. Et il s'est même payé le luxe de lui demander d'arrêter de l'importuner. Imagine, il y a un mec qui vient, il gratte chez toi à 2h du bar, tu attrapes sa veste, et il dit mais chacal, lâche-moi, t'es qui? Oh, quelle insolence, quelle insolence! Un soir, Nicolas rentre accompagné d'une jolie dame qu'il avait rencontrée au bar où il travaillait. Ils sont tous les deux rentrés chez lui. Bon, je vais pas faire un dessin de ce qu'ils ont fait chez lui parce que YouTube va me censurer, mais tu vois papa, tu vois maman,
Ils finissent de faire leurs affaires. Effectivement, Nicolas lui a fait un boulot CDI, CDD alternance, pas de contrat d'apprentissage, pas de vacances. Et une fois fini, aux alentours de 1h, 1h30, la jolie dame rentre chez elle en claquant la porte, tandis que Nicolas se rendort assez content de ses performances. Aux alentours de 1h du matin, 2h, il entend les mêmes bruits qu'il entend tous les soirs, mais cette fois, c'est différent. Cette fois, ça a l'air un peu plus près. Plus près. Beaucoup plus près. Comme si il était dans la pièce. Il était dans la pièce. Évidemment, Nicolas il se réveille en sursaut, il se dit mais attends, mais pourquoi c'est aussi près? Et là, il se rend compte que son voisin est chez lui, dans un coin de la pièce, en train de l'épier pendant qu'il dort. Toujours en train de marmonner les mêmes obscénités, les mêmes inanités. Tu vas mourir, je viole les enfants, chèvre, meurs, meurs. Évidemment, là, Nicolas, il est tétanisé. Non seulement il vient de se lever, il est fatigué, mais il est en état de choc. C'est pas quelque chose auquel tu t'attends. Donc pendant 5 bonnes minutes, il est figé dans son lit, il le regarde, il ne fait rien. Au bout de 5 minutes, il voit que la situation ne se désengage pas, donc il essaye de communiquer avec son voisin en lui demandant qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il va bien, pourquoi il fait ça, mais rien ne va. Le voisin ne l'écoute pas, c'est comme s'il ne l'entendait pas ou il ne le voyait pas. Au bout de 20 minutes, ce fameux voisin sort de chez Nicolas de la même manière qu'il est rentré. Et c'est que quand il a claqué la porte que Nicolas s'est rendu compte et a compris comment est-ce qu'il est rentré. En fait, la jeune fille qui est partie juste avant n'avait pas les clés, elle n'a donc pas fermé à clé, et Nicolas ne s'est pas levé pour verrouiller la porte. C'est donc à cet instant que le voisin en a profité pour rentrer chez lui sans faire de bruit. Il est bien en train de dormir, tout en débitant tout et n'importe quoi. Une fois son voisin parti, Nicolas n'a pas hésité une seule seconde, il a pris son téléphone, il a appelé la police. Heureusement pour lui, la police n'a pas vraiment tardé, et elle a appréhendé son voisin délirant, à moitié nu, en train de faire on ne sait quoi dans les couloirs. Il faut savoir que le voisin est parti directement dans l'aile psychiatrique du commissariat. En effet, ce voisin n'était pas un voisin, enfin, plus exactement, il n'était plus un voisin depuis plus de 6 mois. C'était l'ancien propriétaire de la chambre de Nicolas qui s'était fait interner pour démentiel et dédoublement de la personnalité. Et c'était la 3e fois qu'il s'était échappé de son hôpital psychiatrique, et donc la 3e fois que les policiers ont eu à l'interpeller. Alors moi je sais pas dans cette histoire comment Nicolas a eu la patience d'attendre plus de 3 semaines avant d'appeler la police ou même de le soulever. Parce qu'en fait, chacal, tu grattes chez moi à 2h du matin, il y a moyen que tu prennes... pas de violence, hein. En tout cas, voilà pour ces 2 premières histoires, et j'espère pas les dernières de Véloreur. Lâchez un like, commentez, abonnez-vous, mettez la cloche, c'est important. C'était Vélo Chômage sur LEV pour le premier thread d'horreur. J'espère que ça vous a plu, et on se retrouve bientôt. Tchuss!